le ministre est en visio et ça nous fait déjà beaucoup plaisir. Comment ça va d'abord? Parce que le Covid... Je suis sorti de mon isolement il y a quelques heures, donc c'était compliqué de sortir tout de suite dans Paris, mais non, c'est surtout que j'ai une conférence de presse avec le Premier ministre dans pas longtemps, suite au Conseil de défense et de sécurité nationale de ce matin, pour faire des annonces. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en visio avec vous, mais bien présent avec vous, même si c'est pas physiquement, j'y suis avec le cœur, l'esprit, et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel, et encore merci de prendre ce temps avec nous. Je sais pas, on n'a pas convenu réellement de questions entre nous, puisque on a dit qu'on faisait du direct. Je suis pas Élise Lucet, donc je suis prêt à écouter. Je voudrais bien qu'on parle peut-être du Covid, de la situation telle qu'elle est actuellement, et puis du rôle et de la place des infirmiers, par exemple, actuellement, dans tout ça, et puis on essaye de discuter 5 minutes, enfin, on a dit une petite demi-heure. Non, mais très clairement, cher Patrick, d'abord merci pour l'invitation. Moi, je suis un ministre de la Santé engagé, parce que je suis passionné du système de santé, de l'organisation du système de santé depuis des années, et j'ai la chance, l'opportunité d'être ministre aujourd'hui. Alors, très occupé par la gestion de crise, chacun peut le comprendre, ça mobilise beaucoup dans l'agenda, mais en même temps, je crois avoir été en capacité d'utiliser la crise pour permettre d'accélérer un certain nombre de dispositions auxquelles je crois. Et surtout, j'ai pas renoncé, encore, loin s'en faut, à réformer, à transformer pas mal de choses, et je vais peut-être profiter des quelques minutes qu'on a pour plutôt donner un état d'esprit. D'abord, remercier énormément les infirmiers, qui sont incontournables depuis le début de la crise. Alors des fois, je sais que je ne liste pas tous les professionnels de santé qui sont en première ligne pour telle ou telle chose. Alors je reçois sans arrêt des textos, tu as oublié les kinés, tu as oublié les infirmiers, mais enfin, je pense à tout le monde à chaque fois, mais je crois avoir beaucoup cité les infirmiers et montré un intérêt à la profession. J'en veux pour preuve les 4 réunions que je viens d'enchaîner en une semaine avec les IPA, avec les IAD, avec les IBOD et avec les puéricultrices. J'ai terminé il y a une demi-heure encore avec elles, en m'impliquant à mon niveau directement avec les professionnels de terrain, parce que je crois beaucoup, et c'est le premier point que je vais aborder, je crois beaucoup à l'évolution des carrières, au déploiement des compétences pour celles et ceux qui le souhaitent. J'ai dit, et je me souviens très bien, il y a 2 ans, quand je suis arrivé ici, j'ai dit la France est un pays qui est l'un des rares pays de l'OCDE qui, en exagérant à peine, n'a pas de diplômés entre le bac+3 et le bac+12. Là où beaucoup d'autres pays ont fait appel au développement des compétences, à la validation des acquis et de l'expérience, là où d'autres pays sont capables de former par alternance, par apprentissage, et de permettre à des gens qui rentrent dans une carrière en santé d'avoir des perspectives d'évolution. Encore une fois, pas forcément pour tout le monde, pour celles et ceux qui le souhaitent. Perspective d'évolution, ça peut être acquérir des compétences en management, pour aller piloter, diriger des équipes, monter des projets, des compétences universitaires, c'est pour ça que j'ai souhaité dans le Ségur qu'on déploie des postes universitaires non médicaux en ville et à l'hôpital, parce que je crois vraiment que si on n'a pas des universitaires, par exemple, en soins infirmiers, avec un niveau de doctorat, on ne progressera pas suffisamment vite dans l'harmonisation des pratiques et dans les protocoles, dans les recherches cliniques au plus près des malades. On a besoin de pouvoir nous appuyer sur les professionnels de terrain eux-mêmes qui ont acquis cette compétence à travers une formation, pour le coup, universitaire. Et puis, ça peut être aussi un infirmier qui décide à un moment donné de voir reconnaître les compétences acquises, de se développer un peu plus du point de vue pratique professionnel et acquérir des compétences médicalisées. Pour moi, c'est pas un gros mot. Et Patrick, vous le savez, quand je suis arrivé, j'ai parlé de métier intermédiaire à l'hôpital, de profession médicale intermédiaire à l'hôpital. Ça a entraîné des levées de boucliers, les corporatismes ont la dent dure dans notre pays. Je sais qu'en santé, un mot est une crise, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je n'ai jamais conçu le métier d'infirmier autrement que comme un allié incontournable dans les pratiques quotidiennes. Mon expérience de neurologue à l'hôpital, quand j'ai monté un hôpital de jour, j'ai confié la responsabilité à une infirmière. Et je lui ai dit, tu vas coordonner, et tu vas piloter, et tu vas mettre en place les procédures, les protocoles. D'ailleurs, c'est une compétence qui requiert quand même une sacrée expérience. Eh bien, je n'ai jamais été déçu de le faire. Lorsque j'ai souhaité monter la filière de prise en charge des scléroses en plaques, j'ai confié toute l'éducation thérapeutique, et pas que la réalisation pratique, le montage du processus, j'ai confié à une infirmière. En disant, tu vas être le support, l'appui, et plus compétente que moi pour annoncer et accompagner la mise en place d'un traitement difficile à des patients qui ont des pathologies chroniques. On est un peu déjà dans l'esprit IPA, mais encore une fois, l'idée est de se dire, il faut pas qu'on ait peur, en fait. On est un pays
qui fonctionne beaucoup en silo, on le sait, le silo de la ville, le silo de l'hôpital, du sanitaire, du médico-social, du social. On essaie déjà de casser un peu les silos. La crise nous a permis de le faire, parce que les gens se sont davantage parlé. Mais on a aussi les silos des professions. Et alors, pardonnez-moi, hein, à chaque fois qu'on s'adresse à une profession, chaque fois on me dit, ah mais vous avez donné tel ou tel acte à telle ou telle personne, alors que c'est dans nos compétences de le faire. Les infirmiers me le disent vis-à-vis des aides-soignants. Les aides-soignants, ça arrive, pas souvent. Les aides-soignants peuvent me le dire vis-à-vis de un. Les médecins me le disent vis-à-vis des professionnels paramédicaux. Je l'ai vu quand j'ai abordé le sujet des IAN. Et donc, il faut constamment rassurer. Il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de reconnaître, moi, j'ai pas honte de le dire, une infirmière avec qui j'ai bossé pendant 20 ans en unité neurovasculaire, qui est capable de faire un score NIHSS de gravité d'un AVC, qui est capable sur la vue d'IRM de diffusion de me dire là il faut qu'on aille thromboliser le patient, qui est capable de faire tout l'acte de thrombolyse, la surveillance nuit et jour du patient, de me dire on va peut-être le pousser en thrombectomie parce que là ça s'aggrave, etc., de m'appeler la nuit. J'estime que cette infirmière-là, je peux lui faire confiance pour que, ayant acquis une compétence supplémentaire, elle puisse pourquoi pas prescrire certains médicaments, etc. Donc c'est cette forme de responsabilité. Et je fais beaucoup, ça se sait peu, mais dans ma façon de travailler, j'aime bien faire de l'immersion dans des unités d'hôpitaux ou de cliniques, quel que soit le statut. Et il m'arrive d'aller quasi à l'improviste, avec la complicité d'un directeur, et de demander à parler à une dizaine, quinzaine de soignants, et leur dire, voilà, comment ça se passe pour vous dans la vraie vie. C'est comme ça que je me suis impliqué dans le sujet des IBOD, par exemple. Les IBOD me disent, il y a plein d'autres pays où les infirmières de bloc sont capables d'avoir des actes supplémentaires, de faire la dissection de sa veine lorsqu'il y a un prélèvement multi-organes, ce qui permet aux chirurgiens vasculaires de gagner du temps, etc. Pourquoi est-ce qu'on se priverait? Donc l'état d'esprit, c'est décloisonner, c'est ouvrir les chakras et de se dire, non pas revoir les décrets de compétences de tout le monde, mais par contre celles et ceux qui souhaitent évoluer dans les métiers et les compétences, pas forcément en retournant systématiquement sur les bancs de la fac, parce que c'est très pénible de quitter son boulot pendant un an et demi, de retourner à l'école et de revenir. De toute façon, les procédures dans le service ont changé, on n'est plus tout à fait opérationnel, on a perdu pied dans... On doit pouvoir se déployer par l'apprentissage et l'alternance. Et même d'ailleurs en formation initiale, on doit pouvoir être capable d'aller récupérer, d'aller sélectionner, identifier des gens qui ne sont pas des infirmiers, mais qui ont suffisamment de compétences, d'appétence et qui ont montré un sérieux dans leur travail pour, via de la validation de l'acquis des expériences, via de l'apprentissage pratique, pouvoir leur donner une équivalence de diplôme pour une profession, entre guillemets, d'un niveau de diplôme supérieur. Je crois vraiment en ça. Et j'avance, nous avançons. Il a fallu se batailler au Parlement pour permettre aux orthoptistes de faire des prescriptions encadrées de lunettes pour... j'ai entendu que les ophtalmos, etc., un certain nombre râlaient, mais nous avons réussi à passer. Sur les kinés, l'accès direct va être expérimenté. Pareil pour d'autres professions, orthophonistes, etc. Et vraiment, je souhaite qu'on tende vers ça. Et donc, il faut qu'on accélère, mais il faut évidemment, encore une fois, soulager les peurs. Et ce que je dis aux syndicats médicaux, paramédicaux, quand ils viennent me voir dans mon bureau, c'est que moi, je serai le ministre le plus heureux qui soit, le jour où les uns et les autres auront réussi à s'entendre entre eux et à me dire, voilà ce qu'on est capable de faire, aidez-nous. Ce sera toujours oui. Ce sera toujours oui, dès lors que ça va dans le sens de décloisonner. Donc ça, c'est un axe qui est important. De la même manière, j'ai pu prendre des décisions qui auraient pris 10 ans ou 15 ans au Parlement, si on avait eu des débats, permettre à un infirmier de faire de la téléconsultation. Waouh! Non mais pour moi, c'est une évidence. Mais on a pu le faire pendant la période Covid, parce qu'il y avait le Covid, et donc ça nous a permis d'ouvrir des portes, parfois de forcer un certain nombre de portes, sans avoir jamais eu à le regretter. Et le sérieux des infirmiers depuis le début de la crise sanitaire, dont je n'ai jamais douté, leur implication au domicile souvent des malades, au plus près des gens qui sont les plus éloignés des structures de soins, nous donne envie de vous confier encore plus de responsabilités dans les mois, dans les années qui viennent. Qui dit plus de responsabilité dit évidemment une reconnaissance professionnelle aussi. Je suis le ministre qui a déjà eu l'honneur de signer les accords du Ségur avec les professionnels pour augmenter les niveaux de salaire des infirmiers, des blouses blanches dans les établissements de santé et médico-sociaux, comme ça n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans, voire plus de 40 ans. 200, 300, 400, 500 euros net de plus par mois en fonction des échelons de carrière. On a fait quand même basculer la profession infirmière dans quelque chose qui est de domaine de plus attractif. Et puis le décloisonnement, la valorisation, ça passe aussi par la meilleure coopération, coordination dans les territoires. C'est le développement des CPTS. On est à près de 700 CPTS à l'heure à laquelle je vous parle. On avait un objectif d'atteindre les 1000. Je sais pas si on atteindra les 1000, mais on s'en approchera. Ça c'est une exigence que je me fixe. Et puis, avant que vous me posiez la question, je sais que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et on a pris du retard. Et je suis désolé, parce qu'il faut être capable de dire quand on ne donne pas
satisfaction à des engagements qu'on a pris. Je plaide coupable, mais je plaide des circonstances atténuantes de la crise Covid et des vagues successives. Mais on va enfin s'atteler à ouvrir ce fameux chantier du décret des compétences infirmières, sans a priori, en regardant en profondeur les évolutions souhaitables pour améliorer l'accès aux soins et la complémentarité entre les professions. Encore une fois, je le dis, j'irai regarder au-delà des corporatismes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pyramide des soins, pas celle des corporatismes, pour qu'on puisse bouger véritablement à ce niveau. Donc, on va démarrer dans les toutes prochaines semaines. Ça va être, c'est presque fait sur les dates de calendrier, des premières dates de convocation. Et donc, on va avancer. Il nous reste du temps. Et je peux vous garantir, pour avoir vu ce qu'on a été capable de faire en 2 mois quand il l'a fallu il y a 2 ans, on est encore capable en 4 mois de faire bouger beaucoup de choses. Et peut-être que si Dieu me prête vie, enfin pas Dieu, mais le président, peut-être que vous aurez encore à me supporter au-delà de la période qui est devant nous. Je vais lancer strictement rien, je n'ai pas d'annonce à vous faire en l'occurrence. Juste vous dire que j'ai gardé la même passion pour nos métiers. Et puis dernier point sur l'Europe, puisque la France préside désormais l'Union européenne. Et donc j'ai la présidence du Conseil européen des ministres en charge de la santé, ce qui est une formidable occasion, non seulement de faire parler d'Europe, mais surtout de renforcer l'Europe de la santé. On va le faire en matière de gestion de crise sanitaire, hors crise, sur les grands objectifs prioritaires de santé publique aussi, plan cancer, maladies chroniques, antibiorésistance, mais également sur les mobilités des professionnels et les modalités de reconnaissance mutuelle des diplômes, pour qu'on puisse avancer là aussi. C'est aussi ce qu'attendent de nous, je crois, en sortie de crise sanitaire, les citoyens européens. Voilà en introduction, en vrac, cher Patrick, ce que je pouvais dire avec le cœur. En vrac, c'est quand même... normalement, à Noël, on ouvre les paquets et on fouille dans les cadeaux et on prend des photos et on se photographie avec. Donc, c'est pas du vrac parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté ensemble la dernière fois qu'on était en tête à tête et en visio d'ailleurs aussi. Donc, je suis très content que finalement les promesses se matérialisent parce que c'est vrai qu'on est face à une situation où on est dans une incertitude puisque beaucoup de textes ont été votés pendant l'état d'urgence. On peut parler de la vaccination où on est toujours en attente de l'avis de la HAS, où là clairement on devrait continuer à avancer un peu sur l'évolution des compétences. Moi je vais redire quand même une chose, c'est que il y a une vraie attente à l'université. La profession d'infirmier, je pense que je sais que vous avez été ambulancier, enfin brancardier au début à l'hôpital. J'ai été beaucoup de choses. J'ai surtout été aide-soignant, mais aide-soignant en EHPAD, en psychogériatrie, aide-soignant de nuit pendant 3 ans. Ouais. Et la profession d'infirmier, ça reste un ascenseur social. Et cet ascenseur social, il doit se traduire et d'aller jusqu'à l'université. C'est le sens des réformes qui ont été faites jusqu'à présent, qui ont été menées notamment sur le premier cycle. Et donc, je pense qu'il faut continuer à le renforcer. Et ces nouvelles de dire on va continuer à aller plus loin là-dessus, c'est vraiment important. Moi, j'ai un regret. C'est le dialogue qu'on n'a pas su mener avec le CNOM sur justement le partage des compétences, où je pense que nous sommes les deux les plus pertinents pour pouvoir discuter de cette juxtaposition de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Il y aura un arbitrage, c'est certain, mais j'ai ce regret-là sur la profession intermédiaire et je souhaite qu'on soit encore positionné avec peut-être Patrick Bouet ou son successeur, mais vraiment sur cette discussion-là, parce que je pense que c'est à nous de gérer ça, puisqu'en tant que voiture-balai des deux professions, c'est nous qui allons être ennuyés par la suite de ces sujets-là et avoir à les connaître en disciplinaire. Donc moi, je plaiderai pour ça, pour la remise au milieu de nos deux professions par les ordres professionnels et puis avec les autres, puisque de toute façon, ça a été dit toute la journée, les prises en charge sont de plus en plus complexes, ça nécessite une équipe et je pense que les pharmaciens sont répartis sur le territoire et ont besoin d'être là au parti. Les kinés ont l'accès direct et pour les infirmiers, on va faire de l'expérimentation aussi sur la primo-prescription pour les IPA. Donc toutes ces choses-là concourent à ce qu'on remette les deux ordres professionnels au milieu du discours, enfin les 7 ordres, je dirais, pour qu'on puisse négocier ça et aller en face. Moi, il y a un sujet quand même qui m'intéresse, puisque j'entends qu'en juin, on sera peut-être là encore. Comment on fait, après avoir signé la tribune du JDD, pour mettre la santé au milieu de la campagne électorale, Olivier ? Elle est toujours au cœur de la campagne électorale. Mais dans les dernières semaines des campagnes présidentielles, c'est souvent le régalien qui prend le pas sur le reste. C'est comme ça. Mais la santé, elle est au cœur des Français. D'ailleurs, c'est le sujet prioritaire. C'est toujours numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans les enquêtes d'opinion qui sont faites au niveau national et au niveau européen. Donc, on a besoin de parler de santé. Je veux dire, quelle est la première revendication aujourd'hui des Français quand on les interroge et qu'ils habitent en zone rurale ? L'accès aux soins. L'accès aux soins. Le désert médical. Alors, on a supprimé le numerus clausus en 2018. Enfin, il faut du temps pour que ce soit effectif. Et dans l'intervalle, il faut qu'on soit encore capable de déployer des trésors d'imagination pour permettre de faire se résorber les déserts médicaux. Premier sujet. Deuxième sujet, quand on parle aux Français du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils disent ? Le coût des complémentaires. Surtout les retraités.
surtout les retraités. Moins le reste à charge aujourd'hui, parce que c'était le dentaire, l'optique et l'auditif. On l'a quand même grandement réglé. Je piloterai mardi matin, je crois, le comité sur le reste à charge zéro. Les résultats sont extraordinaires. Au-delà, pour la plupart des secteurs, de ce qu'on avait nous-mêmes envisagé. En revanche, le coût des complémentaires, qui augmente encore de 3,5% cette année, ça, pour les retraités, ça commence à peser très lourd. Donc, ça nous ramène aussi à la santé. Ensuite, de quoi on va parler en sortie de crise Covid? Ça va être compliqué de parler aux gens de la santé publique et de leur dire de faire attention, parce qu'ils en ont ras la casquette. Ils saturent à fond les ballons. Par contre, il faut quand même les remettre au sport, à la bonne alimentation. Faut leur parler de la santé environnementale. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on parle de bien-être. Il faut qu'on s'adresse à la jeunesse. Ça nous ramène au sujet de la santé. Donc tous les sujets qu'on appelle concernants, ceux qui sont numéro 1 au cœur des Français, ce sont des sujets sanitaires. Est-ce que la question, dans le cadre de la campagne, doit porter sur des solutions organisationnelles, ou est-ce qu'on doit porter sur des objectifs qu'on se fixe? L'objectif qui a été fixé par le président de la République en 2017, c'est la révolution de la prévention. De ce point de vue-là, on a fait beaucoup de chemin. Le service sanitaire a été mis en place, beaucoup de grands plans de prévention, le plan cancer avec la stratégie décennale, beaucoup de choses ont été faites de ce point de vue-là. Il faut sans doute qu'on le renforce encore, on est encore trop curatif et pas assez préventif, ça c'est certain. Et ensuite, les gens ils veulent avoir accès aux soins. Et aujourd'hui, la question elle n'est plus je veux mon médecin à côté de chez moi, je veux avoir accès, je veux des soins disponibles de qualité lorsque j'en ai besoin. Ils préfèrent que ce soit du présentiel plutôt que du numérique, le numérique peut aider dans un certain nombre de cas. Ils veulent qu'on leur simplifie la vie, et ils veulent se sentir en sécurité sanitaire. Par contre, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur en parle tous les jours. Et vraiment, je pense que post-crise Covid, il y aura un reflux assez net, avec un rejet un peu de toutes ces questions-là. Mais pour autant, il faudra qu'on les traite. Donc la santé, elle va être au cœur de la campagne. Elle l'est déjà d'ailleurs, j'écoute les différents candidats. Certains d'ailleurs ont la bonne idée d'annoncer qu'ils feront ce qu'on a déjà fait s'ils sont élus. Je parlais du numerus clausus, je parlais de revaloriser les soignants. J'ai entendu un candidat dire qu'il allait augmenter de 200 € les salaires à l'hôpital. J'ai envie de dire, c'est formidable, s'il fallait voter le Ségur. Donc voilà. Et puis, il y a toute la stratégie d'investissement aussi qu'on a lancée, qui ne se voit pas aujourd'hui, mais qui va se voir dans les prochaines années. Quand on dit qu'on reconstruit 3000 hôpitaux et EHPAD, c'est formidable, les gens accueillent bien l'annonce. Mais ça veut pas dire que l'hôpital, il pousse comme un champignon le lendemain. Donc on en a pour 5 ans au moins, à avoir des hôpitaux germés partout. Et donc on redit à la population, votre petit hôpital, il va pas mourir, en fait. Vous aviez peur qu'il ferme. Mais regardez, on va le moderniser, on va le transformer, on va y rajouter de la vie. Donc c'est tous ces sujets-là dont on va débattre. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ces questions-là et ces débats. Parfois, ce sont d'ailleurs pas des sujets aussi clivants. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins dans les campagnes présidentielles. Parce que souvent, il y a des formes de consensus qui peuvent se faire, qui peuvent se créer autour des objectifs sanitaires. Mais on va en parler. Ok, mais j'ai un note, mais nous on a signé ça parce qu'on veut justement challenger ou benchmarker les programmes de certains et dire ce qui a été fait, pas fait, et aller plus loin parce que effectivement on voit bien nous dans toutes les tables rondes qu'on a eues aujourd'hui, cette question-là de la santé, de l'accès aux soins sur les territoires pour les plus âgés, pour les plus fragiles d'entre nous. Les infirmiers ont développé le aller vers, notamment pour la vaccination, mais au-delà de ça pour l'isolement, tester, isoler, protéger. Toutes ces choses-là, ça a été le rôle des infirmiers. Moi, j'entends la question du bien-être et moi il y a quelque chose qui a émergé sous ce mandat-là, et je fais pas de politique, c'est pas mon rôle, c'est la dotation populationnelle. Moi, je me demande quels sont les acteurs, alors je vais faire un peu d'entrisme parce que c'est mon rôle, mieux que les infirmiers pour habiter finalement ce médiateur, parce que c'est pas un diagnostic médical, mais qui va habiter cette dotation populationnelle de façon à maintenir les gens en santé, à leur faire du sport, à leur dire que manger un peu moins gras c'est bien, regarder le PNNS sur les biscuits qu'ils achètent, des fruits aussi, tous ces sujets-là. Est-ce que ça pourrait échoir à l'infirmier? Tout à l'heure, on avait François Bourdillon avec nous qui nous a dit il faut des infirmières de santé publique. Il faut des infirmiers au plus près. Ouais, moi je crois qu'il y a un métier à créer qui s'appellerait, le mot est assez moche, faut sans doute trouver autre chose, mais je crois au métier de préventologue. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire de l'action. Et pas que de la formation d'ailleurs. De l'accompagnement thérapeutique pour les gens qui ont des maladies chroniques et qui doivent faire encore plus attention. Je préfère honnêtement, sans faire de trait d'esprit, je préfère vraiment qu'on ait des professionnels de santé formés, rigoureux, plutôt que multiplication des naturopathes sur ce créneau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Quoi, il y a une ordre des naturopathes? Je dis ça président d'infirmier. Je sais qu'on parle le même langage, mais on voit bien qu'il y a une appétence. On voit bien que les gens vont chercher des solutions là où elles n'existent pas, enfin là où elles existent, par défaut d'offres. Donc il faut qu'on le structure. Je suis tout à fait enclin à cela.
Au-delà d'ailleurs de la mission de former ou d'informer, il faut aussi une mission d'inspection sur place, sur site. Être capable d'aller mener, vérifier s'il peut y avoir des problèmes de santé environnementale, être capable vraiment d'une force d'intervention. Je crois en ce métier de préventologue qui peut tout à fait revenir aux infirmiers, à d'autres professionnels aussi, je pense, mais les infirmiers seront certainement très très bien placés pour pouvoir aspirer à ce type de formation et d'exercice. Ok, ben moi c'était un peu toutes les questions que j'avais à poser aujourd'hui, un bref échange puisque c'est ce dont on avait convenu. Ces réponses n'ont pas à me convenir, mais c'est important que la profession qui entend aujourd'hui cette retransmission et qu'il y aura des actes du colloque, puisqu'on s'est entendu avec Lydia Morlet qui représente l'Institut Droit et Santé qui est là aujourd'hui avec nous en co-organisation, pour que les infirmiers puissent être informés de ces axes-là d'évolution, parce qu'effectivement on ne revendique pas une exclusivité, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux intervenants pour la vaccination, j'ai jamais appelé, j'ai jamais dit on nous prend un truc. On a toujours fait en sorte d'eux. Pour la grippe, on a partagé également. On a vu les pharmaciens, on a toujours été plutôt bienveillants et accompagnants, parce qu'on n'aurait pas pu réussir tout seul. Et les 30% de vaccins qu'ont réalisé à peu près les infirmiers, puisqu'on voit les chiffres qui augmentent chaque fois, c'est notre juste participation et notre juste part, parce qu'il y avait aussi des difficultés pour pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, la profession est rassemblée. La profession a envie d'évolution, et ces nouvelles sur la question de l'université, de son accès et de cet ascenseur social finalement dont on va pouvoir bénéficier, et de cet accès à l'université et d'un transfert vers des compétences plutôt que vers des actes, je pense nous conforte, puisque c'était le principal demande, avec une articulation sur les 4 bilatérales qu'il y a eu avec les IPA et les spécialités. Oui, et je n'oublie pas la super réunion qu'on avait faite. En tout cas, c'était une première qu'on avait faite ensemble avec les infirmiers avec qui on avait proposé de venir faire un chat. Combien on avait été? 40 000. 40 000. On a fait tomber le système. On avait rempli Bercy en numérique ensemble. Et je pense que c'est une bonne façon de procéder. En tout cas, j'espère montrer que j'ai beau être un ministre médecin, je suis pas un ministre médecin corporatiste. Vraiment, je crois que l'essentiel de l'effort, que ce soit financier ou en termes d'évolution des carrières et des métiers, je veux vraiment que chacun ait conscience du fait que je le fais pour des professions qui sont aujourd'hui des professions paramédicales, pour permettre d'avoir des évolutions. Je ne peux pas me satisfaire qu'on ait 300 000 infirmières qui quittent le métier. Je ne peux pas me satisfaire qu'on ait 1500 jeunes infirmières qui démissionnent en cours de formation, alors même que c'est la formation la plus demandée sur Parcoursup, 687 000 inscriptions l'année dernière. Ce sont des métiers qui sont magnifiques, qui sont des métiers qui sont flamboyants, qui sont au cœur des Français, qui nous l'ont bien montré et qui vous l'ont rendu pendant un certain nombre de mois pendant la crise sanitaire. Ce sont des métiers magnifiques. Je ne peux pas me satisfaire de voir qu'un certain nombre n'exercent plus ou que ne croient plus dans le cadre de leur exercice. Je ne manque jamais de passer les bons messages. Et le président de l'ordre que vous êtes, il sera sensible. Par exemple, j'ai réuni des médecins, des PCME, des directeurs d'hôpitaux, en leur disant il faut médicaliser à nouveau l'accueil des jeunes stagiaires en soins infirmiers quand ils arrivent à l'hôpital. Un médecin qui est très bien me disait je me rends compte que ça fait peut-être 10 ans que je ne connais pas le prénom des stagiaires infirmières qui viennent passer plusieurs mois dans le service. Il faut renouer les liens entre les professionnels. Il faut que les gens se sentent chez eux quand ils sont à l'hôpital. Il faut aussi qu'ils se sentent bien et à l'aise dans leur exercice lorsqu'ils sont en ville. Je crois que de ce point de vue-là, des progrès ont été enregistrés dans les négociations avec l'assurance maladie. On atteste les évolutions des BNC, des infirmiers libéraux, et c'est tout à fait normal. Et on continuera. Je crois que l'université est le chemin et la voie qu'il faut continuer à entreprendre et à suivre, justement pour que les professions se connaissent et travaillent ensemble, et qu'il n'y ait plus ces difficultés corporatistes. Mot qui a été beaucoup employé. Il y a Jacques Lucas à côté de moi. Bonjour à Jacques. Je me disais bien que c'était Jacques, mais avec le masque, j'étais pas sûr. Et donc c'était ça l'idée, c'était de dire les corporatismes, il y en a marre, il faut vraiment qu'on se mette tous, puisque dans le rapport IGAS qu'on a abordé tout à l'heure, on dit que la remontée pour le coup vers le nombre de médecins qui sera suffisant tel qu'il est actuellement, c'est pas avant 20 ans. Donc l'accès direct, la question de l'accès direct, de la prescription infirmière, de la consultation infirmière est vraiment sur la table et vraiment au cœur des débats qu'on doit avoir sur la réécriture du décret infirmier pour passer vers des compétences et plus des actes. Mais venez débattre, c'est pour ça qu'on l'ouvre. Merci beaucoup Olivier. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.